Donc, bienvenue à cette journée d'études architecture de la politique, politique de l'architecture. Cette journée s'inscrit dans le prolongement du cours que j'ai enseigné cette année sur l'architecture comme vecteur du politique. Elle rassemble des chercheurs venus de divers horizons qui aborderont cette question considérable, ou plutôt cet ensemble de questions à partir de points de vue très divers, dont je vais donner un petit compte-rendu, une petite annonce pour commencer. 2 séances aujourd'hui. La séance de ce matin comprendra 3 interventions, car Marida Talamona, qui devait parler d'Adriano Olivetti et de son parcours dans l'Italie du fascisme et de la République, est souffrante et n'a pas pu nous rejoindre. Donc, 3 interventions et 4 cet après-midi. Quelles sont les contributions que vous allez entendre explorent un ensemble d'épisodes assez variés, je dirais presque éclectiques, lors desquels le jeu entre dirigeants politiques et architectes, auquel j'ai consacré mon cours, s'est noué. Elle ne porte ses contributions que sur quelques épisodes parmi ceux innombrables qui auraient pu être abordés utilement. Le champ est en effet sans limite. Et je voudrais rappeler simplement dans cette très brève introduction ce que sont les hypothèses sur lesquelles mon cours s'était fondé. Il n'est pas d'ailleurs totalement achevé, dernière séance mercredi prochain. Donc, hypothèse du cours et de cette journée. La première est fort simple. La relation entre architecture et politique ne peut être réduite à des clichés, comme celui, par exemple, de la rencontre entre les individus, la rencontre en particulier entre les dirigeants charismatiques ou autoritaires et les grands architectes. J'évoquerai simplement le cliché le plus clichéesque, qui est celui de la fascination réciproque d'Adolf Hitler et de Speer, qui est un cliché autour duquel tournent beaucoup d'analyses superficielles, d'analyses d'amateurs en général, sur le rapport entre le nazisme et l'architecture. Donc, pas simplement la rencontre entre les grands architectes et les grands dirigeants. La relation entre architecture et politique mobilise des agents de rang inférieur et de tous les rangs, du haut en bas de la hiérarchie sociale et politique, dans les 2 domaines. Cette relation se déploie à des échelles très différentes, et nous le verrons ce matin, du plan de ville, à commencer par celui des capitales existantes et refondées, ce sera le cas de Moscou, ou créées, c'est le cas de Brasilia, de l'échelle de ces capitales aux aménagements les plus ténus. Autre hypothèse, l'enjeu de la représentation des pouvoirs est déterminant. La représentation des pouvoirs, j'en ai parlé. Dans le cas de la représentation du changement que représente l'avènement d'un régime plus ou moins violent, par la révolution, par la guerre, dans le cas de la représentation de la chute d'un régime, c'est la rupture qu'exprime l'architecture, la construction d'un ordre politique, éventuellement social nouveau. Dans le cas où sont mis en scène les précédents historiques, c'est au contraire la continuité avec des âges d'or mythifiés que l'architecture souligne. La romanità de l'architecture italienne, le rapport avec la renaissance du réalisme socialiste soviétique, donc l'idée de revendiquer et d'exposer des filiations qui sont importantes dans la communication, dans la propagande de ces régimes. Mais autre position, les programmes tendant à cette représentation, notamment ceux des régimes totalitaires ou autoritaires, pour lesquels le choix des architectes est souvent effectué au terme de concours à grand spectacle, le concours du Palais des Soviets à Moscou, celui du Palazzo del Littorio. Donc ces programmes sont fondés sur l'exaltation de ce recrutement des grands experts que sont les architectes des bâtiments les plus centraux et les plus visibles.
Les programmes des démocraties utilisent souvent la même technique de recrutement. On se souvient des concours du premier mandat de François Mitterrand, sur lequel François Chalin reviendra ce soir. Donc les démocraties utilisent les mêmes procédures au service de projets aussi monumentaux. Autre idée, la relation à la politique ne se limite pas aux grands bâtiments des grands architectes pour les grands dirigeants, elle est aussi faite d'ajustements plus capillaires, dirais-je, entre citoyens, utilisateurs, usagers ou habitants d'une part, et concepteurs, des ajustements qui s'opèrent au travers de structures délibératives ou participatives. Au demeurant, et c'est aussi une position importante, les lieux du pouvoir sont loin d'être les seules expressions du politique. La rencontre entre architecture et politique, ça n'est pas simplement la construction des parlements, des hôtels de ville, des hôtels de région, des hôtels de département, dans le cas de la France, qui ne manque pas de couches sédimentaires superposées. En utilisant à la marge des concepts empruntés à un penseur barbu du XIXe siècle, Karl Marx, les politiques portant sur les équipements contribuent à constituer ce que j'appellerais le capital fixe social, le capital fixe qui est celui de la société, et les politiques conduites dans le champ de l'habitation, de l'école ou de la santé permettent la reproduction de la force de travail. Ces politiques trouvent des manifestations architecturales changeantes et des esthétiques paradoxales. On le verra ce matin dans l'intervention de Wolfgang Vogt. Les stratégies les plus modernes en termes de programme, les stratégies de la modernisation ne sont pas nécessairement les plus radicales en termes formels. Et les architectures les plus radicales peuvent se ranger au service de politiques conservatrices, voire réactionnaires. Pour terminer sur ces remarques générales, deux remarques à propos des temporalités. La dimension du temps est déterminante dans ces ajustements entre architecture et politique et peut être saisie de multiples manières. La première, j'en ai déjà parlé, c'est l'analyse de l'activité des architectes lorsqu'elle s'inscrit dans des trajectoires longues, plusieurs décennies parfois, lorsque ces trajectoires traversent des régimes différents et tendent à les utiliser au service de leur stratégie de projet, bien plus qu'ils ne sont utilisés par eux, par ces régimes. J'ai eu l'occasion d'évoquer évidemment les aventures politiques de Le Corbusier entre des années 20 aux années 60 et la façon dont il a su poursuivre son œuvre de façon relativement imperturbable en la vendant tour à tour à la Troisième République, au régime de Vichy, à la Quatrième République et à la Cinquième. Dans le cas de l'Italie, la trajectoire de Marcello Piacentini est emblématique. Et de ce point de vue-là, je voudrais introduire une autre notion importante dans l'histoire sociale et dans l'histoire intellectuelle, c'est la notion de génération. Il est certainement possible de mettre en évidence des relations internes aux générations, entre architectes qui partagent des engagements, même s'ils ne partagent pas des esthétiques, et entre les architectes et les politiques dont ils sont les contemporains. Alors les figures, nous allons le voir, les figures se dégageant de ces analyses possibles sont multiples, car les agents de ces ajustements entre architecture et politique sont des humains dont les actions sont chargées psychologiquement. Les attitudes vis-à-vis des pouvoirs génèrent ainsi espoir de commande, espoir de réalisation, illusion lorsqu'il y a décalage entre les attentes et la réalité, et frustration lorsque les attentes sont en définitive déçues. Donc selon qu'un projet est accepté, refusé ou corrompu par l'intervention des politiques, les effets à l'intérieur de la culture architecturale seront différents. Face à ces interventions, les réponses des architectes, ces interventions du pouvoir, vont de l'intransigeance, et ce sont aussi certains aspects que nous considérons aujourd'hui, à l'accommodement, plus ou moins servile avec les régimes, ou à l'intériorisation de la contrainte. Et je voudrais terminer sur une dernière remarque tout à fait banale, mais qui est la suivante. Contrairement à la poésie et à la peinture, que l'exil, qu'il soit extérieur ou intérieur, permet de pratiquer comme une forme de résistance, les
changements politiques du XXe siècle ont généré des exils, à commencer par ceux de la Révolution russe, de l'avènement du nazisme, de la Seconde Guerre mondiale. Peintres, écrivains et autres intellectuels ont continué à être actifs, à publier, à dessiner, à écrire. Merci d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. L'architecture peut certainement se réfugier dans une pratique intime pour le tiroir, comme on disait dans l'URSS des années 70, lorsque les écrivains ne pouvaient publier leurs travaux et les laissaient dans leur bureau. Donc l'architecture peut se réfugier dans une pratique de projets idéaux pour le tiroir ou de projets inscrits dans un avenir brumeux. J'ai parlé des dessins que Hans Scharoun a fait pendant le Troisième Reich et qui ont conduit finalement à sa Philharmonie de Berlin, mais l'architecture reste dans l'ensemble dépendante de moyens matériels dont seuls les pouvoirs disposent. Elle forme de ce fait elle accomplit de ce fait une sorte de délégation de pouvoir. Donc sur ces thèmes, la journée est organisée selon un principe grossièrement chronologique, les interventions portant 3 regards différents sur les questions que je viens d'évoquer. Leur fil conducteur est constitué, selon les cas, par la trajectoire plus ou moins longue des architectes, par celle des politiques ou par l'interprétation d'une conjoncture précise de la relation entre les deux sphères. Premier ensemble, et je ne parle pas de la séquence de ces interventions, mais plutôt de leur perspective, de leur problématique, donc autour des trajectoires d'architectes avec Paul Schmitthenner, examiné par Wolfgang Vogt, Oskar Niemeyer, considéré par Margaret Pereira, et Jaap Bakema, dont Dirk van den Heuvel nous parlera. Un deuxième ensemble considère les conjonctures politiques inscrites dans le temps, notamment 3 conjonctures très différentes, celle de la formation d'Athènes capitale et de sa transformation par Yanis Siomis, celle de la modernisation stalinienne de Moscou par Elisabeth Essayant, et enfin celle beaucoup plus brève et plus proche de la révolution des œillets au Portugal, les années 70 par Nuno Grande. Enfin, la perspective des politiques sera retracée par François Chalin, à défaut d'avoir les analyses de Marie d'Atalamona sur Adriano Olivetti. Donc, au travers de toutes ces interventions, une mosaïque nécessaire, plutôt les fragments d'une mosaïque incomplète, permettant de mesurer, de saisir les pans d'une chronique encore mal explorée dans son économie d'ensemble, bien explorée sur un plan monographique, sur les plans monographiques, mais mal explorée dans son économie d'ensemble. Les biographies des intervenants et les abstracts de leurs interventions sont disponibles à l'entrée de la salle. Je voudrais quand même rapidement présenter les intervenants de cette matinée. Donc tout d'abord Yanis Siomis, qui est architecte urbaniste, qui a longtemps enseigné dans les écoles d'architecture et qui est directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Yanis Siomis a travaillé beaucoup sur la dimension urbaine de l'architecture, il s'est intéressé au rapport entre architecture et politique, notamment au travers de la question de l'architecture des États-nations, en se penchant sur le Brésil notamment, mais aussi et surtout sur la Grèce et la Grèce moderne. Et c'est donc de cela qu'il parlera, notamment en écho à la publication d'un magnifique ouvrage, un magnifique et substantiel ouvrage intitulé « Athènes à soi-même étrangère, naissance d'une capitale néoclassique ». Ensuite, donc, croisement de regard, Wolfgang Vogt nous parlera de Paul Schmitthenner, qui est une figure controversée de l'architecture allemande, un architecte considéré comme un conservateur, mais qui en fait était par bien des aspects un modernisateur, un architecte considéré comme un pro-nazi, ce qu'il a été, mais qui a aussi été capable d'entrer en résistance en tout cas de s'opposer à certaines mesures du régime, et dont le rôle a été déterminant dans l'enseignement de l'architecture. Wolfgang est architecte, il a écrit un doctorat sur l'histoire de l'habitation à
à Brême, il a passé une habilitation en Allemagne, il a été chercheur dans les écoles d'architecture du nord-ouest de l'Allemagne, avant d'être pendant de longues années le directeur adjoint chargé des archives et de la recherche au musée allemand d'architecture de Francfort. Dans ce cadre-là, il a réalisé énormément d'expositions sur des figures marquantes, Schmitthenner, dont il va parler, mais aussi les Böhms, Dominikus et Gottfried, Bonatz et Ernst May. Enfin, Elisabeth Essayan parlera du plan de Moscou de 1935. Elisabeth est architecte et docteur en architecture. Elle enseigne à l'école d'architecture de Belleville et a travaillé depuis très longtemps sur les rapports entre architecture et politique de manière assez variée, puisque, si je ne me trompe, sa thèse, son diplôme d'architecte portait sur l'aménagement d'Oradour-sur-Glane, legs tragique de la Seconde Guerre mondiale. Et elle a travaillé intensément sur Moscou aujourd'hui, et sur l'histoire de la modernisation de Moscou. Elle s'est intéressée aussi à des liens biais en diagonale, dirais-je, dans l'Europe des années 30 entre Moscou et Rome, au travers des voyages des architectes soviétiques ou de la formation des architectes soviétiques ou russes, disons, en Italie. Et récemment, elle a réalisé une exposition sur l'œuvre de Lina Bobardi et en coopération franco-italienne. Donc je vais laisser la parole à chacun et nous aurons, je pense, le temps peut-être d'une conversation après les interventions, si vous le permettez. Yanis.